Sud Radio, le grand matin week-end, Frédéric Brandel. C'est l'instant débat autour de cette question brûlante de l'actualité. Justifiez-vous la capture du président du Venezuela par les États-Unis? C'est la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio et à laquelle vous pouvez répondre également en nous appelant au 0826 300 300. Aude vous attend au standard pour faire l'écho de ce que vous nous dites. Vous passerez à l'antenne, bien sûr. Pour l'instant, sur le compte X, vous justifiez l'enlèvement du président vénézuélien par les États-Unis à 62%. Pour en débattre avec nous ce matin, Alexia Germont, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse. Alexia, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année à tous. On vous l'a jamais fait, France Audacieuse, pourtant ça roule bien. Ça roule bien, voilà. Normalement, il n'y a pas de sujet. Voilà, j'ai ripé, comme on dit, pour quand on fait du ski. Quentin Gérard, journaliste au JDD, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année à vous et bonne année à tous les auditeurs de Sud Radio. Bon, vous ne vous attendiez pas, il y a 2 jours, à intervenir sur cette question, mais incontournable, brûlante, la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse par les forces spéciales américaines. Le couple est pour l'instant en prison à New York. D'un point de vue général, vous cautionnez ou pas, Alexia Germont ? Je vais vous faire une réponse en tant qu'avocat déjà, parce qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que ça soit là l'illustration de l'effritement, encore une fois, du droit international public, évidemment, puisqu'il y a quand même la Charte des Nations Unies, et on voit bien que là, c'est cette intervention, aussi légitime soit-elle, je m'empresse de le dire, sur le fond, en termes de juridique, évidemment. On enlève un dictateur qui oppresse un peuple. Qui oppresse un peuple, mais en se mettant totalement en dehors des clous par rapport au droit international public. Et je rajoute, pour finir sur l'aspect juridique, on a souvent eu ces dernières années des exemples de ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire que dès lors que, par exemple, vous payez quelque chose en dollars, vous pouviez tomber sous le coup de la législation américaine. Bon, là, vous voyez bien aussi que en dehors des frontières des États-Unis, la loi américaine s'applique par l'extraterritorialité du droit américain. À moi aussi, chacun le sien, c'est normal, c'est le début de l'année. Voilà. Quentin Gérard, en tant que journaliste du JDD, d'accord, mais en tant qu'homme, ça vous a fait froid dans le dos, cette annonce, parce que c'est arrivé hier, tiens, on enlève le président d'un pays? Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle, déjà une très bonne nouvelle pour les Vénézuéliens qui crèvent de cette affreuse dictature communiste depuis des années. Il faut rappeler que 8 millions de Vénézuéliens sont partis, c'est un quart de la population depuis 2015. Il y a une situation économique absolument abominable, inflation de 500% en 2025. Alors qu'il y a d'immenses ressources, c'est un pays qui allait très bien il y a 10 ans. Oui. Hein. Mais si ce pays n'était pas communiste, d'ailleurs n'était pas une dictature communiste, ça serait le Qatar de l'Amérique du Sud. C'est le pays qui a la plus grande réserve de pétrole dur, de pétrole le plus brut possible au monde. Donc il y a un vrai problème économique, un vrai problème politique. Donc pour les Vénézuéliens, c'est une très bonne nouvelle. Pour les Américains, il y a des intérêts bien sûr derrière. Et quant au droit international, parce que c'est la question de fond inflammable depuis quelques heures, il faut d'abord rappeler que Nicolás Maduro n'a été élu par personne, il n'a aucune légitimité, il n'est reconnu ni par l'Union européenne, ni par la France. En fait, il a été élu, mais est accusé d'avoir truqué les élections. C'est pas lui qui a été élu, en fait. C'est González. D'abord, ça devait être Maria Machado qui devait remporter les élections. Elle a été évincée. Ensuite, c'est González Urrutia, si je ne me trompe pas, qui l'a remplacé, qui a en fait gagné les élections, mais les élections ont été truquées. Donc voilà. Non, mais pour le droit international, en fait, c'est un petit peu naïf de. Les débats auxquels on assiste un petit peu naïf, parce qu'en fait on sait bien que c'est pas le droit international qui régit le monde, mais les rapports de force et la politique, et c'est ça le débat. C'est l'évolution du monde. Alors je pense pas être, quand je vous dis ça, je ne le prends pas du côté naïf, c'est pas le style de la maison, on va dire, mais en tout cas il faut vraiment maintenant se rendre compte qu'on est passé à un autre monde effectivement où c'est la force, le rapport de force, avec un certain nombre... Où la Russie envahit l'Ukraine et où
où la Chine pourrait envahir Taïwan aussi, parce que c'est la porte ouverte là. Où les États-Unis réclament le Groenland, le Canada a été passé évidemment par la liste. C'est tendu pour la Colombie, l'Iran, on a vu des frappes au Nigeria. Bien sûr. Alors après, parce que je ne veux pas intervenir que sur les droits, c'est évident que pour le peuple vénézuélien, c'est une excellente nouvelle. Je rajoute que ce sera vraiment une excellente nouvelle si, à l'issue de cela, de cette opération, vous avez l'opposition vénézuélienne qui est capable de prendre en main et qui, effectivement, est à la tête du destin de son pays et qu'on met en place par une opération de transition la gouvernance qui va bien. Si on se retrouve avec, comme le dit Donald Trump dans sa conférence de presse hier, « the guys behind me », pour être finalement à la tête du pays, considérant qu'il n'y a personne d'autre que les États-Unis capables de prendre les bonnes décisions de gouvernance, y compris dans la période de transition, ce sera quand même un élément de plus qui devra interroger l'ensemble de la communauté internationale. Alors que c'est le couple présidentiel qui a été arrêté et non pas le système, et notamment la vice-présidente qui a pris la succession officiellement. Mais quand même, Quentin Gérard, on se souvient par exemple de la chute des Ceausescu. Ça avait été organisé, tout le monde l'a rappelé, par les services secrets qui fomentent en fait une révolte du peuple. Là, c'est pas du tout comme ça. Alors sur le fond, on peut être d'accord, mais sur la forme quand même. Oui, déjà on voit aussi les réactions, pas mal de vidéos sur Internet, notamment ces dernières heures du peuple vénézuélien qui se réjouit, qui sont dehors, qui se réjouit de la chute de cette immonde dictature. Oui, mais le problème de ce que fait Donald Trump, c'est que il le fait avec ses gros sabots. Pardonnez-moi. Mais on entend souvent un parallèle maintenant ces dernières heures entre à dire que ce que fait Donald Trump, ça ouvre la porte à l'invasion de Taïwan, finalement ça justifie ce que fait la Russie avec l'Ukraine. Je suis pas d'accord parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes sujets, les mêmes zones et c'est pas du tout les mêmes pays. L'Ukraine est un pays démocrate, indépendant, souverain. Taïwan, c'est pareil, c'est un pays démocrate avec un premier ministre qui a été élu avec des élections, un pays libéral, ce qui n'est encore pas du tout le Venezuela, qui était une dictature. Nicolas Maduro était élu par personne, n'était pas légitime. Donc on trace des parallèles de manière un petit peu facile. Il faut pas oublier que le droit international est souvent évoqué quand ça va dans notre sens et d'une manière un petit peu hypocrite, si je puis dire. Et depuis longtemps d'ailleurs, parce que même si on comprend que les États-Unis, on pourrait prendre pas mal de pays, mais si on comprend que les États-Unis, les États-Unis avaient bafoué le droit international en 2003 avec l'Irak, strictement aucune conséquence. Et il y avait l'ONU, il y avait l'ONU qui avait été. Mais grosso modo, il y avait aucune grande conséquence. Et je pense que c'est même à l'échelle des États-Unis, c'est un changement immense. On se rappelle, ça fait quelques années, mais on se rappelle du Panama avec le Bush père qui a fait une intervention à peu près similaire sous forme mais avant, il y avait un ordre international et notamment géré par l'ONU qui là n'existe plus du tout. Qui aujourd'hui est quasiment en mort cérébrale, pour reprendre un parallélisme des formes qui avaient été utilisées par rapport à l'OTAN. Parce que ceux qui ont le droit de veto autour de la table sont les acteurs des attaques. Les acteurs des attaques, exactement. Mais je voudrais quand même, je voudrais quand même rappeler que dans les semaines qui vont venir, ça va être quand même compliqué d'expliquer une fois de plus à Vladimir Poutine que ce serait bien de respecter le droit international quand on voit de telles attaques. Et pour rebondir, pour un temps que certains d'entre nous ont connu, quand vous parlez, on se souvient très bien des images des Ceausescu, par exemple. 1989. Mais là, effectivement, c'était quelque chose qui était organisé par les services secrets, ça restait à l'intérieur du pays, et vous aviez une révolte qui était bien chauffée, on va dire, de l'intérieur, mais vous n'aviez pas cette extraterritorialité visible, patente, de la même façon. Ces derniers temps, quand on a vu que les États-Unis ne se contentaient pas d'arraisonner des navires. Non, ils pilonnent. Ils pilonnent en considérant que c'était des navires qui étaient finalement dans le cadre d'une opération de narcotrafiquants, et c'est l'utilisation de la force pour un but. Après, juste une ouverture sur la politique intérieure américaine, c'est pas sûr du tout. Ce sera intéressant de voir de quelle façon la base MAGA de Trump va percevoir cette opération, parce que
que effectivement, il y a toute une partie de la frange de l'électorat américain qui est satisfaite, mais il y en a une autre qui est isolationniste et qui ne veut pas avoir des guys autour. Et la question de l'argent, parce que ça va coûter cher. Je rebondis sur ce que vous disiez, Alexia Germont, sur la question de la drogue. Alors, on évoque souvent cette problématique. En France, le narcotrafic, on dit, le problème, c'est que ceux qui ont la main mise là-dessus ne sont pas là et ils sont à Trump, il montre l'exemple, finalement, c'est je vais taper au cœur du trafic. Oui, à la fois, c'est un petit peu un prétexte pour... c'est plus l'essence que la drogue qui l'intéresse, c'est ce que vous dites. Oui, l'essence, le pétrole. C'est plus le pétrole. À la fois, c'est un prétexte, mais à la fois, il y a un vrai sujet de fond. Bon, c'est pas au Venezuela parce qu'on parle de cocaïne, en fait, quand on parle de drogue, que la cocaïne est produite, c'est davantage en Colombie, mais le Venezuela est un pays de transit. La Colombie exporte au Venezuela, qui exporte ensuite aux États-Unis et en Europe. Et c'est vrai que le nombre d'Américains, ça se compte en millions, qui meurent, qui font des overdoses à cause de la cocaïne, est assez énorme. Bon, c'est difficile parce que les informations qu'on a sur la situation de la drogue, du narcotrafic au Venezuela ne sont pas faciles à trouver, mais ce qu'on sait, c'est que le régime de Maduro est corrompu. Il y a pas mal notamment des neveux, des membres de l'armée qui ont été inculpés pour drogue. On sait que il y a la Cour fédérale de Manhattan qui avait inculpé déjà dès 2020 Maduro pour narcotrafic. Donc il y a un prétexte, mais il y a un vrai sujet de fond derrière. Et il commence à pointer le doigt sur la Colombie également, avec les différents cartels. Aussi, voilà. Bon, je voulais évidemment, bien sûr, vous amener sur la réaction mondiale. Alors Pékin s'est dit profondément choqué. L'Espagne ne reconnaîtra pas une intervention qui viole le droit international, et la France, par le biais de son président de la République, Emmanuel Macron, déclare: le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. Emmanuel Macron, énormément critiqué après cette déclaration, Alexia Germont. Oui, il y a d'ailleurs eu une évolution entre la première prise de parole de Jean-Noël Barrot et le ministre des Affaires étrangères, qui était plus mesuré, on va dire, beaucoup plus policé, et rappelant quand même aussi que le droit existait. Et puis, cette prise de position d'Emmanuel Macron, peut-être, d'ailleurs, on ne peut pas l'exclure, puisqu'on sait qu'il y a eu un contact entre les deux présidents. Peut-être que c'est suite aussi à une discussion avec Donald Trump. C'est étonnant, en fait. C'est étonnant, mais n'est-ce pas finalement courageux ou provocateur? Je pense que c'est certainement un peu plus provocateur. Parce que vous avez quand même le fait de ne pas du tout mentionner l'ordre international et quand même une provocation par rapport à l'ordre établi. Pour vous, Alexia, c'est provocateur. Pour vous, Quentin, c'est courageux? Oui, je dirais que c'est courageux, et je rattacherais même cette prise de parole sur les réseaux sociaux avec celle de Gabriel Attal, qui a peu ou prou dit exactement la même chose. Et en fait, ils prennent en compte le fait que le monde est régi par la politique, par les rapports de force, plus que par l'ordre international. Donc c'est courageux, mais c'est une vision assez réaliste de ce qu'est le monde et le monde de la politique internationale aujourd'hui. Vous venez de rappeler que Gabriel Attal avait finalement soutenu Emmanuel Macron, qui est de moins en moins soutenu par le bloc central. C'était notre débat de départ. J'aimerais quand même y revenir. On va laisser un petit peu le Venezuela, même si nous y reviendrons. Alexia Germont, quand on entend Édouard Philippe dire allez, j'ai mes ambitions, ce qui se décide à l'Élysée est négatif, etc. On se dit, il est de plus en plus seul, le président de la République? Écoutez, je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même un moment très important. Bien dans le micro, Alexia. C'est un moment très important pour nous. Ce qui est sûr, c'est que il faut que les années qui viennent, les mois qui viennent, soient des mois qui soient utiles. Aujourd'hui, vous voyez bien que l'autorité de l'État est affaiblie par notamment l'état des finances publiques. Moi, je crois beaucoup que finalement
finalement la politique sur le terrain va reprendre ses droits. Là, nous avons l'échéance municipale qui va venir, indépendamment de savoir si le président est soutenu par le bloc central, pas central. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir à nouveau des discussions et des propositions qui sont faites, parce que c'est surtout ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui, les Français sont malheureux de l'état du débat politique. Ils sont malheureux de voir la France qui s'enfonce dans une période où rien n'émerge. On n'a pas de proposition qui soit sujette, si vous voulez, à enthousiasme. La situation est quand même très lourde, et je crois que les échéances que l'on va avoir vont permettre de remettre au devant de la scène des propositions, d'abord pour les municipales, puis après pour les présidentielles, qui seront des propositions finalement fortes de modernisation aussi du pays. Notre pays en a besoin, et pour tous les hommes et les femmes qui aiment la France comme on l'aime, je pense que ce sera le moment de sortir des débats stériles. En se désolidarisant du président de la République, est-ce que logiquement, Quentin Gérard, le bloc central est obligé de se décentraliser, c'est le cas de le dire? De se centraliser d'Emmanuel Macron, oui, forcément, parce que c'est la fin de règne d'Emmanuel Macron. On sera un peu plus centre-droite ou centre-gauche, du coup, par nature, c'est mathématique. En fait, entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, parce que c'est là le clivage qui joue derrière. Sa fin de règne d'Emmanuel Macron qui est un peu crépusculaire. Il l'a avoué d'ailleurs à demi-mot lors des vœux de la nouvelle année. Ça veut dire au moins 2 candidats pour le centre. Alors c'est les 2 candidats qui ressortent pour l'instant. Il peut en avoir d'autres. On peut penser à Gérald Darmanin notamment. Pour l'instant, c'est les 2 candidats qui ressortent et qui sont les plus hauts dans les sondages. Et 2 candidats qui ont coupé un petit peu les ponts avec Emmanuel Macron. Vous l'avez dit au début, Édouard Philippe de manière un peu plus spectaculaire, en demandant même la démission d'Emmanuel Macron. Mais bon, il en arrive à une situation compliquée parce que à la fois il a toujours l'étiquette macroniste sur le front, et en plus du coup il s'est mis à dos une bonne partie des troupes macronistes, donc c'est hyper sur les 2 tableaux. Gabriel Attal, que je trouve qui a coupé les ponts, mais de manière un peu plus subtile. En fait, à chaque fin de règne, c'est le même scénario. On peut se souvenir de François Hollande. Emmanuel Macron avait fait exactement la même chose en 2016 en trahissant entre guillemets François Hollande. On pense à pareil pour l'après Sarkozy, Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac, qui avait entre guillemets trahi Jacques Chirac avec un slogan qui était le slogan de la rupture. Donc les choses étaient assez dites. En fait, c'est assez classique dans l'histoire politique lors des fins de règne politiques comme celui-ci. Chirac, Mitterrand, Rocard. En fait, c'est assez classique. C'est vieux comme le monde, Alexia Germont. Enfin, c'est pas à vous que je veux poser la question parce que vous n'êtes pas âgé, mais c'est le petit clin d'œil tout à l'heure pour la Roumanie. Pour la Roumanie, tout à fait. Écoutez, c'est dans la logique des choses, de toute façon, d'avoir vous appelez ça une fin de règne, effectivement une fin de second mandat présidentiel, mais je crois qu'on peut aussi ne pas tout lire sous une forme politique. Alors peut-être que vous allez dire que je suis naïve, mais je crois qu'aussi la politique, c'est avoir des valeurs. Et quand on voit qu'il y a des mois qui passent où rien ne se passe, c'est pas une bonne nouvelle pour notre pays. Et c'est pas uniquement un appel politique dans ces cas-là. C'est aussi réveiller les Français sur le fait qu'il faut reprendre notre destin en main et avoir des prises de position courageuses, tout simplement. Sans oublier qu'Emmanuel Macron s'est tiré une balle tout seul dans le pied en se rendant tout seul impuissant avec cette fameuse manifeste dissolution. Ça, on est tous d'accord. Chirac s'était tiré la même balle. En 97, oui, dans l'autre pied, mais grâce à Villepin. Mais le second mandat était après, donc il avait les moyens de se rattraper ensuite. Alexia Germont, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse. Quentin Gérard, journaliste au JDD, merci d'avoir débattu sur ces questions d'actualité qui vont nous occuper une bonne partie, encore une fois, des jours à venir pour 2026. Tiens, on n'a pas parlé de la réaction de Jean-Luc Mélenchon, justement. Bien, on va en parler dans un instant avec Jules Boscherini, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Allez, à tout de suite, 8h52.